L'ambition, l'audace, la confiance, ces trois qualités représentées par les trois intervenantes sont des qualités clés pour demain. Car le futur n'est pas qu'une question d'innovation technique et de machines. L'automatisation des tâches rend plus que jamais nécessaire l'acquisition, certes, de savoir-faire, mais aussi de savoir-être, la liberté, la confiance, l'ambition, l'audace. Cela s'apprend. Si vous en doutez, regardez bien. Je suis là pour vous préparer au concours Eloquentia, qui dans 6 semaines va élire le meilleur orateur de la Seine-Saint-Denis. Quel que soit votre niveau de départ, vous pouvez progresser. La seule condition, c'est que vous y mettiez de vous-même. Quand tu parles et que les gens t'écoutent et que les gens te regardent, t'as l'impression que tu peux tout faire. Tu peux conquérir le monde. Allez, on va faire un pour-contre. Ah, et Franck, si t'as pas d'argument, tu rentres. Donc moi je suis pour 3 raisons. Zéro argument, alors ça c'est de la merde. Voilà, ça suffit. Allez, hop là! En fait, vous êtes des grands starbés, quoi. J'aime parler devant les gens, j'aime être écouté, j'aime me faire ressentir des émotions. Vous pensez quoi du fait que je veuille devenir acteur? Moi, ce que je veux, c'est que tu sois heureux. Moi, si j'ai envie de prendre la parole, c'est parce que j'ai envie de repenser le féminisme. La parole, c'est une arme. C'est quelque chose qui me permet de pouvoir me défendre. On va y arriver. Je te jure qu'on va y arriver. On n'est pas loin du tout. Demain, la tête haute, je marcherai fière. Non, 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 c'est à chier! C'est nul, c'est parfaitement nul. Il va falloir vous pousser aux fesses et vous dire je vais me lever et puis je vais le faire. La parole qui convainc, la parole qui émeut, la parole qui touche, c'est celle-là qui nous rassemble. Avant, quand on voulait manifester son attachement à la liberté d'expression, on disait je suis Charlie. Maintenant, à partir de ce soir, je dirai aussi je suis Sonny. Voici venue l'heure du jugement dernier. Est-ce que vous êtes prêts à leur faire un triomphe? Le réalisateur, oui, vous pouvez l'applaudir, c'est un très beau film. Et ce film, qui est à la fois une bouffée d'air frais, un gigantesque moment de bonheur et surtout une vraie question sur notre société, c'est Stéphane de Freitas qui l'a réalisé. Il a été basketteur, il est aujourd'hui réalisateur, artiste, auteur et entrepreneur social puisqu'il est le fondateur de la coopérative Indigo. Autant vous dire que ces journées ne sont pas courtes. Stéphane, merci d'être venu. Le film qu'on vient de voir, c'est à voix haute. Il vient de recevoir un prix à Cannes, le prix Unifrance, c'est-à-dire qu'il a été plébiscité par la jeunesse francophone du monde entier. En bref, c'est un carton. Comment est né ce film et au fond, qu'est-ce qu'il nous raconte? En fait, il est assez lié à la démarche d'Eloquentia, qui est un de mes premiers projets associatifs, qui est né à l'Université de Seine-Saint-Denis et qui est parti de ce constat-là. En fait, moi, j'ai grandi dans le 9-3. Et on entendait partout qu'en France, on était en crise sur la liberté d'expression, qu'on ne pouvait plus se parler les uns les autres. Et en fait, le postulat d'Eloquentia, de l'association, c'était de se dire que si on recrée un cercle de valeurs, de respect, d'écoute et de bienveillance, dans cette génération où sur Internet, tout le monde parle sans réellement s'écouter, ou pour se faire entendre, on est obligé de punchliner, de s'agresser, de frapper les esprits. C'est ce à quoi on a assimilé le dialogue. L'idée, c'était de se dire que si on crée un cercle, une formation avec des valeurs, on peut parler de tout. Et le film, c'était aussi un acte militant, c'était de montrer que ce qui se passait à Saint-Denis depuis 2 ans, c'était possible, contrairement à ce qu'on voyait dans les médias et ce qu'on a le sentiment dans ce brouhaha ambiant, que c'est compliqué d'échanger. C'était de montrer qu'au contraire, et effectivement le film est sorti, et on a été dépassé par l'engouement, et finalement qui prouve peut-être que on est dans cette perte de vertige avec les réseaux sociaux qui sont des sources d'information, l'école qui est challengée parfois par des théories d'Illuminati ou autres. Donc la personne, l'individu peut avoir un vertige et du coup le dialogue interpersonnel entre les gens est frappé par ça, quoi. Et du coup, Eloquentia, c'est quoi? C'est un concours d'éloquence, c'est aussi une formation. Qu'est-ce qu'on voit en fait dans ce film? Ces fameuses classes avec l'avocat Bertrand Perrier qui leur dit c'est nul ou au contraire c'est génial, on va faire un exercice. Qu'est-ce qu'ils font tous ces élèves pendant une année? Combien de temps ça dure?
Alors en fait, désormais, Eloquentia est né en 2012, mais maintenant c'est sur tout le territoire. On aura une centaine de formations et de concours sur tout le territoire français. C'est devenu le plus grand concours de prise de parole francophone et ça continue de grandir. Donc en fait, ça se déroule en 2 temps. Tu as une formation où on fait ce qu'on appelle de la prise de parole éducative. C'est-à-dire on n'est pas là pour apprendre à maîtriser la langue de Molière et maîtriser la rhétorique uniquement. C'est juste une des 6 matières. En fait, la prise de parole éducative, c'est de développer le savoir-être, c'est-à-dire la confiance en soi, de réussir à être ce qu'on appelle nous en congruence, c'est-à-dire ce que tu as dans les tripes, aligné avec ce que tu as dans le cœur, que tu parviens à intellectualiser, à structurer, et ensuite à formuler, à partager auprès des autres, et qui, en fait, quand tu atteins cette congruence, c'est ce qui précède le passage à l'action. C'est-à-dire que quand tu arrives à te connaître, à être centré, aligné, c'est ce qui te permet ensuite de passer à l'action. Et du coup, on a quand même le sentiment, à un moment dans le film, sûrement parce qu'il est en congruence, comme tu dis, on a l'un des participants qui dit quand tu prends la parole, un peu comme nous, là, devant vous, tu as le sentiment que tu peux conquérir le monde. C'est pas qu'un instrument de conquête, il y a une vision sociale derrière. Il se passe quelque chose quand même tout au long de ce film et tout au long de l'année dans toutes les universités, collèges et lycées de France qui font partie d'Eloquentia. En fait, l'ambition sous-jacente de l'association, c'est très simple. La vision sociétale, c'est de se dire qu'avant même d'être de droite ou de gauche, en marche ou en marche arrière, en fait, dans une société où on est pluriel, métissé, si on ne parle pas, si on ne réapprend pas à dialoguer, on ne peut pas se comprendre. Et si on ne peut pas se comprendre, on ne peut pas dresser d'idéal commun. Et s'il n'y a pas d'idéal commun, en fait, c'est le début du délitement du lien social, de la crise, de radication, d'extrémisme. Donc en fait, le postulat d'Eloquentia, et on est très content de voir que le ministre Blanquer met l'oral au bac, il y a un enjeu fondamental de faire monter les savoir-être dans l'éducation pour qu'on arrive, malgré nos différences, malgré nos métissages, à dialoguer, parce que sinon il y aura de l'incompréhension et on ne pourra jamais faire société ensemble. Et je pense, en tout cas c'est le postulat d'Eloquentia, que c'est l'enjeu numéro 1 de la société française, qui a fortiori est une société métissée depuis longtemps. Donc en fait, on apprend à mieux parler pour mieux se parler? En fait, alors, la formule pourrait être bonne, je dirais... Je fais ce que je peux, merci. Tu pourrais venir intervenir Eloquentia, Alexandre. Non, l'idée c'est de réussir à s'ouvrir aux autres pour au final se révéler aux autres pour mieux se révéler à soi-même en fait. C'est développer la prise de parole, s'affirmer, écouter l'autre, être dans ce qu'on appelle l'écoute active, c'est-à-dire que tu donnes ton point de vue et les autres ensuite te questionnent, t'aident aussi peut-être à te remettre en question. Mais c'est cette idée voilà, de s'ouvrir aux autres pour peut-être se révéler à soi-même. Et j'ai cru voir d'ailleurs que ça ouvrait aussi des perspectives pour tous les participants. Le vainqueur de l'édition d'Eloquentia qui a été filmé dans ton film est désormais comédien. Ouais, alors chaque année, en fait, on a les candidats après qui sortent d'Eloquentia, qui se lancent soit en politique. Je crois qu'on a 4 attachés parlementaires en ce moment qui sortent de nos formations, des comédiens, des entrepreneurs, d'autres qui sont encore en cours d'études, qui ont fait les formations parce que c'est à l'université de 18 à 24 ans, et puis dans les lycées et les collèges aussi. Mais en matière d'insertion pro, c'est surtout à l'université qu'on a tout de suite on observe des gens qui s'insèrent professionnellement avec beaucoup plus de confiance en eux, quoi, après. Et du coup, pour contribuer à ce vivre ensemble, je disais tout à l'heure que tu étais le fondateur de la coopérative Indigo. Alors, c'est un projet un peu complexe, c'est un réseau social, une entreprise solidaire et une monnaie complémentaire. J'essaye au cas, par hasard, où j'aurais pas complètement compris, est-ce que tu veux bien nous le réexpliquer, s'il te plaît? Alors en fait, à côté d'Eloquentia, qui est un autre projet qui vit à part, j'ai développé un réseau social qui s'appelle Indigo, qui en fait est en bêta-test, a terminé sa bêta-test. On a fait une bêta-test à Athènes, à Abidjan, Lisbonne et à Paris. Donc ceux qui veulent tester, d'ailleurs, s'il y en a qui sont intéressés, ils peuvent aller sur indigo.world et télécharger la bêta. En fait, le concept... Parce qu'on fait aussi un peu de pub de temps en temps sur scène. L'idée, c'est que dès que tu as besoin d'un objet ou d'un service, quel qu'il soit, on te présente la personne qui peut te le donner. Soit elle te le donne gratuitement, auquel cas elle augmente son coefficient de générosité, soit elle reçoit de la crypto-monnaie. Donc c'est une crypto sur la plateforme. Et le principe, il est simple, c'est plus tu aides les gens de manière désintéressée, plus tu augmentes ton coefficient de générosité. Et lorsque tu demandes un objet ou un service, le prix diminue. Donc plus tu donnes, plus tu es riche. Et c'est foncièrement révolutionnaire. Nous, on l'a observé sur les camps de réfugiés, notamment à Athènes. Quand des réfugiés arrivent dans une société, ils n'ont pas d'argent, ils ne peuvent pas s'insérer, ils ne peuvent pas gagner des euros.
mais ils peuvent télécharger une app. À 87%, ils ont des smartphones. Donc en fait, et beaucoup d'entre eux ont des diplômes, des savoir-faire, des menuisiers, des profs d'anglais, de mathématiques. Et donc ils peuvent donner un objet ou un service en contrepartie de Digo. Et les Grecs peuvent aussi leur donner des objets ou des services dont ils auraient besoin, en contrepartie de quoi ils augmentent leur coefficient de générosité et du pouvoir d'achat sur la plateforme. Le Digo, c'est la monnaie. Voilà, le Digo, c'est la crypto-monnaie sur la plateforme. Et donc, le coefficient, c'est-à-dire que plus je participe de manière bénévole et active, plus en fait mon stock gagne en valeur. C'est ça? Alors, c'est plus tu aides en donnant l'objet ou le service dont un utilisateur a besoin de manière désintéressée, c'est-à-dire en lui demandant pas la crypto-monnaie, gratos, plus ton coefficient de générosité augmente. Parce que par définition, tu fais un don. Ça s'appelle les good vibes. Les good vibes. Et Ouais. plus tu as typiquement, si toi tu es à 90 de good vibes et moi je suis à 50%, ben, on va avoir un objet, par exemple la personne en jaune là, dans le public qui nous propose son smartphone à 5 Digo. Toi tu vas le payer 1 Digo et moi je vais le payer 6 Digo. Tu vois, plus tu as du good vibes, moins les prix, les objets te reviennent cher. Donc c'est l'intégration des comportements vertueux qui permettent à des gens qui sont dans le besoin ou qui n'ont pas les moyens d'avoir l'objet ou le service dont ils ont besoin. Et j'ai une question très simple. Ça marche? Parce que généralement, les entrepreneurs qui viennent et qui présentent au public leurs solutions, leurs produits, ils finissent toujours en disant c'est la révolution, ça y est, one more thing, on va changer le monde. Là, concrètement, on est quand même sur quelque chose qui demande beaucoup de participation des gens. Il faut agir, il faut donner. Est-ce que la bêta a permis au fond, de nous redonner confiance en nous-mêmes? Est-ce qu'on est encore capable de se parler, de se donner, de s'aider? En fait, je retrouve un peu la genèse de Eloquentia, c'est-à-dire que moi, j'ai commencé à l'université de Seine-Saint-Denis et j'avais envie de montrer qu'on pouvait se parler dans cette société. On m'a pris pour un candide, un ingénu aussi à l'époque. Et finalement, 6 ans plus tard, en fait, on s'adresse à des milliers de jeunes. On discute avec les ministères pour essaimer Eloquentia, qui devrait toucher plusieurs dizaines de milliers de jeunes désormais. Donc, sur Indigo bis repetita. La bêta, c'est un carton. On a alpha-testé sur 4 villes dans 4 pays d'Europe différents. Il y a un gros engouement et l'idée, c'est à partir du 31 octobre, ce sera le lancement officiel. On a beaucoup de leaders d'opinion comme Mathieu Chédid, Seu Jorge au Brésil, des gens qui ont participé à un film qui s'appelle Solidarité. Et l'idée, c'est qu'on va essayer d'adjoindre toutes ces forces-là pour le lancement d'Indigo et essayer de toucher des centaines de milliers de gens. Lancement, octobre, je peux aller sur le store, télécharger l'app, gagner plein de Digo, être Maxi Feel Good. Je ne sais pas si j'ai tous les termes exacts. Avant, est-ce qu'il y a un endroit où on peut venir tester, rencontrer, voir comment ça marche? Oui, alors on peut, en se rendant sur indigo.world, devenir bêta-testeur. Et dans 3 semaines, en fait, dans un lieu qui s'appelle le Consulat, donc 3000 m² à Montparnasse, ceux qui sont intéressés, en fait, c'est un lieu où il y aura des concerts, des expos, et on pourra aussi consommer, payer une boisson où il y aura aussi des cours de yoga, de langue. On pourra aussi dépenser ses Digo pour les alpha-testeurs. Donc c'est vraiment en réseau fermé. Donc s'il y en a qui sont intéressés, c'est le Consulat. Et à partir du 31 octobre, là, l'économie du Digo, l'économie Indigo sera disponible partout en Europe. Juste avant nous, il y avait un panel d'entrepreneuses. Oui, parce que les femmes qui entreprennent, ça s'appelle des entrepreneuses. Je suis ravi de vous l'apprendre. Qui nous ont raconté au fond comment elles se sont lancées, quel a été le déclic, d'où elles tiraient leur confiance. Toi, tu étais basketteur. Aujourd'hui, tu es auteur, tu es entrepreneur. Tout à l'heure, l'une des participantes nous disait qu'être entrepreneuse, c'est au fond, c'est sauter d'un avion et espérer qu'on ait un parachute. C'était quoi pour toi le déclic? Comment est-ce que tu t'es dit un jour, ok, je suis hyper bon au basket, demain, je crée du Digo? Alors, je pense que, en tout cas pour un entrepreneur social, moi, ce qui me stimulait, c'était vraiment, j'étais concerné par la société. Et quand on est entrepreneur normal, on essaie d'identifier un besoin et ensuite tu proposes une solution. Quand tu veux être entrepreneur social à la base, c'est qu'il y a quelque chose dans la société qui te révolte, quoi. Dans Indigo, c'était... Dans Eloquentia, par exemple, c'était le fait d'être envahi par la crise sur la liberté d'expression, les tensions sur Charlie Hebdo, puis ensuite on a eu la battle Dieudonné-Valls. Moi, ça m'affectait énormément et je me disais, mais je suis sûr qu'au niveau du terrain, au niveau des gens, on peut trouver une solution qui ne correspond pas à ce qu'on voit dans les médias et ce spectacle de battle en grand public.
Et sur Indigo, la caractéristique, moi, ce qui me touchait et ce qui me révoltait quelque part, parce que je pense que quand on est entrepreneur social, il y a toujours un brin de révolte et de se dire ça me gonfle et qu'est-ce que je peux faire pour apporter une solution. Et sur Indigo, le constat de départ, je me souviens, c'était une info, tu vois, ça m'a traversé comme ça, c'était qu'en 2011, les 571 personnes les plus riches détenaient autant que les 3,5 milliards les plus pauvres. C'est-à-dire que tu prenais 571 personnes ici et tu concentrais la population les plus pauvres en Afrique, en Europe et en Amérique latine, qu'elles détiendraient autant que ces personnes ici. On est 7 ans plus tard, maintenant c'est plus que 8 personnes, c'est-à-dire qu'on prend les 8 personnes là au premier rang, tu prends les 8 personnes qui ont le plus Bravo. de... Bravo les gars. Il y a beaucoup de start-upers, donc ça veut dire qu'il y a une ou deux licornes avec nous. Et tu prends les 8 personnes les plus riches, elles détiennent autant que la moitié du globe. Et donc, et c'est pour ça que le système Indigo suscite un gros engouement, c'est qu'il y a tout un tas de populations, alors ça va des réfugiés, mais des gens des plus démunis, qui n'ont pas accès aux objets ou aux services élémentaires. Et je pense que ces absurdités, ça ne va pas durer, qu'il y a une génération qui est en quête de sens. Et je pense que, moi je le vois avec l'engouement qu'il y a eu autour d'Indigo, vraiment, en tout cas de la bêta, c'est qu'il y a une génération qui a soif de sens et qui veut inverser des déséquilibres.